les messages demeurent dans les codes sacrés et ne se révèlent qu'à ceux qui savent écouter. Chaque année, au mois de mai, certains Congolais commémorent le baptême de Nzinga Nkuwu. Avec incompréhension, avec amertume, parfois avec colère, parfois même avec rejet. Comme si cet événement appartenait directement à la même histoire que les violences coloniales belges. Pourtant, cet amalgame repose souvent sur une profonde méconnaissance historique. Et il faut rappeler une chose essentielle. Le baptême de Nzinga Nkuwu n'est pas un acte de naïveté, encore moins un geste de soumission aveugle. Nous sommes à la fin du XVe siècle. Le monde fonctionne autrement. Les souverains pensent en termes d'alliance, de diplomatie, de correspondance spirituelle, de puissance. Dans ce contexte, le christianisme dans sa version occidentale, catholique, n'apparaît pas nécessairement comme une rupture totale avec les cosmologies locales, mais parfois comme une nouvelle interprétation spirituelle pouvant entrer en dialogue avec certaines conceptions du sacré déjà présentes au Congo. Et surtout, il faut comprendre ceci. Entre Nzinga Nkuwu et Léopold II, il y a près de 4 siècles. « 400 ans. 400 ans séparent le Mani-Congo du deuxième roi d'une Belgique née seulement en 1831. Une Belgique qui n'existait même pas au temps de Nzinga Nkuwu. Car oui, l'État indépendant du Congo de Léopold II fut un système d'une violence extrême. Les mains coupées, les chicottes, le caoutchouc, le travail forcé, la terreur exercée par la force publique. Et cette prétendue mission civilisatrice, dont certains missionnaires furent parfois les relais ou les témoins silencieux. Aujourd'hui encore, ce traumatisme colonial continue de traverser les générations. Un trauma transgénérationnel réel, profond, qui influence notre rapport au christianisme, à l'Europe et parfois
à notre propre histoire. Mais peut-on sérieusement projeter Léopold II sur Nzinga Nkuwu ? L'histoire nous oblige à répondre non. À l'époque de Nzinga Nkuwu, le Congo n'est pas colonisé. Le Congo est souverain, puissant, structuré, centralisé, diplomatique, respecté. Lorsque Diego Cao arrive au Congo en 1483, il ne pénètre pas un territoire à conquérir, comme Stanley le fera plusieurs siècles plus tard. L'état d'esprit est fondamentalement différent. Même si la relation se détériorera progressivement, le premier contact repose d'abord sur une logique de reconnaissance mutuelle entre puissances. À cette époque, le racisme pseudo-scientifique du XIXe siècle n'existe pas encore. Les hiérarchies existent, bien sûr, mais nous ne sommes pas encore dans la logique coloniale moderne. Elle ne se détermine pas encore par la couleur de la peau. Les Portugais recherchent des alliés, des partenaires commerciaux, des souverains avec qui négocier. Ils arrivent avec des présents, des interprètes, des artisans, des prêtres, des techniques nouvelles, des objets de prestige et une ambition religieuse, oui, mais aussi diplomatique. Le Mani-Congo n'est pas traité comme un chef local subalterne. Il est traité comme un souverain, un partenaire, un égal politique. Et cette relation va profondément s'intensifier avec Mvemba Nzinga, Afonso Ier. Aux yeux des Portugais, il devient le souverain idéal, le partenaire rêvé, une forme de pendant Congo du prêtre Jean, ce grand roi chrétien d'Afrique tant recherché dans l'imaginaire européen, un monarque lettré, réformateur, diplomate, ouvert aux écoles, aux sciences, aux techniques, aux réseaux du monde. À tel point que Mbanza Congo sera rebaptisé Sao Salvador do Congo, Saint Sauveur du Congo. Afonso Ier, Saint Sauveur. Un nom qui révèle la fascination portugaise pour cet empire africain, perçu comme un partenaire providentiel de la chrétienté. Mais attention, comprendre cette histoire ne signifie pas nier les violences qui viendront plus tard. Comprendre le Congo précolonial ne signifie pas justifier la traite ni les dominations futures. L'histoire n'est pas binaire, elle est complexe. Nzinga Mvemba a refusé l'arrivée des marchands d'esclaves. Il a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Car confondre Nzinga Nkuwu avec Léopold II reviendrait presque à confondre Charlemagne avec Hitler. Ce sont des mondes différents, des siècles différents, des rapports de force différents. Et il y a un détail historique que beaucoup oublient. Le lendemain même de son baptême, Nzinga Nkuwu repart en guerre. Pourquoi ? Parce qu'il reste Mani-Congo, souverain, chef militaire,
protecteur de son territoire. Et cette fois, il bénéficie aussi d'un avantage nouveau, la poudre à canon, les armes à feu portugaises. Autrement dit, son baptême n'efface pas sa souveraineté. Il ne le transforme pas en sujet d'un roi européen. Il agit encore comme un fin stratège politique. Les Machiavel du Congo, cherchant à renforcer la puissance du Congo dans un monde qui change. Voilà pourquoi, pour comprendre notre histoire, nous devons distinguer le Congo précolonial de l'État indépendant du Congo, sans confusion, sans raccourci, et sans laisser le trauma colonial effacer 4 siècles d'histoire souveraine. C'était le souhait de Léopold II. Effacer les traces d'une grande civilisation Congo pour faire émerger l'État indépendant du Congo. In the silence, it remains. The money Congo.